Bonjour, bienvenue sur Pixellight, chaîne photo et vidéo. Et ce soir, je vais vous présenter le nouvel appareil hybride que vient d'annoncer Canon, le Canon EOS M50. Et je sens que vous allez être un peu déçus. Moi, je suis pas vraiment déçu, mais je sais pas vraiment l'enthousiasme, pas autant que ce que j'aurais pu l'être. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Frédéric Guérin et sur cette chaîne, on présente des expériences, des tutos, des conseils sur la photo et la vidéo. Canon vient d'annoncer son nouvel appareil hybride, le Canon EOS M50, qui a des caractéristiques vraiment très intéressantes. Mais au-delà de cet appareil, cette annonce montre que Canon rentre dans une nouvelle ère. Mais on verra ça par la suite. Mais d'abord, on va commenter toutes les caractéristiques et on va voir dans le détail quels sont les points forts et les points faibles de cet appareil. Voilà, j'ai pris mon petit papier parce que je ne connais pas tout par cœur. Commençons par le capteur. Le capteur est un capteur APS-C 24 millions de pixels. C'est un point important. Depuis le 80D, Canon a installé ces capteurs 24 millions de pixels sur de nombreux appareils. Ces capteurs ont des caractéristiques très intéressantes. Ils offrent une bonne plage dynamique, une bonne performance de montée en ISO. Ça nous laisse espérer le meilleur pour ce capteur qui est installé sur l'EOS M50. Sur l'EOS M50, ce n'est peut-être pas exactement le même capteur que celui qui est sur les autres appareils. On espère qu'il donnera exactement la même qualité, voire une qualité encore améliorée par rapport à ses prédécesseurs. Ensuite, parlons de l'autofocus. Canon a installé, comme il le fait depuis le 70D, son autofocus dual pixel qui permet une très bonne mise au point et qui est reconnu par tous les utilisateurs de Canon et même les autres comme étant le meilleur autofocus possible pour l'autofocus en vidéo et en live view. Le nombre de points d'autofocus a été étendu à 143 pour couvrir le maximum de la surface du capteur. 143 si on utilise un objectif compatible. Si on utilise un objectif qui n'est pas compatible, il y a tout de même 99 points d'autofocus qui peuvent être utilisés. En plus de ça, c'est une nouveauté chez Canon, on intègre la détection des yeux, mais seulement en mode photo et en mode one shot, c'est-à-dire pas avec le suivi de l'autofocus. Parlons maintenant de stabilisation. Le système de stabilisation qui est utilisé sur cet appareil est équivalent au système de stabilisation qu'on avait déjà vu sur l'EOS M5. Donc on a une stabilisation qu'on appelle Dynamic IS qui utilise la stabilisation de l'objectif en corrélation avec les informations du capteur. Mais attention, ça ne fonctionne qu'avec les objectifs compatibles. Donc il y a une très petite sélection d'objectifs qui sont utilisables avec cette Dynamic IS. Ensuite, on a une stabilisation 5 axes mais qui est numérique. Ce n'est pas une stabilisation mécanique et malheureusement, on peut le regretter. Pour ce qui est de la photo, on a un mode silencieux qui peut être très intéressant lorsqu'on va faire des photos dans des endroits où on a besoin d'être discret, dans les cérémonies, dans les spectacles et autres. Ça, c'est vraiment un bonus que peuvent nous apporter les hybrides par rapport aux réflexes. La sensibilité ISO peut être utilisée de 100 à 25 600 ISO, mais il faudra voir les tests du capteur réellement pour savoir jusqu'où on peut utiliser vraiment cette sensibilité. Sans doute jusqu'à 6400, peut-être 12000, mais en général la qualité des images lorsqu'on monte les ISO au maximum est guère utilisable. La rafale monte jusqu'à 10 images par seconde si on n'utilise pas l'autofocus continu et seulement 7, ce qui est déjà pas mal, si on utilise l'autofocus continu. Le buffer peut accueillir jusqu'à 10 images en RAW et 33 images en JPEG. Ça veut dire que si on fait 10 images secondes, on va pouvoir faire une rafale de 1 seconde en RAW. Et si on fait 10 images secondes, on va pouvoir faire une rafale d'environ 3 secondes en JPEG. On a aussi un nouveau format RAW Canon, le format CR3. Alors là, on ne peut pas dire du tout ce que ça va apporter à cet appareil et à la qualité des images. A noter aussi qu'on a un nouveau processeur, le Digic 8. Un processeur en soi, ça ne veut rien dire, sinon qu'on va pouvoir avoir des nouvelles fonctions, une efficacité plus importante de l'appareil, mais dans quelle mesure?
les tests le prouveront. Quelque chose qui est très important et qu'on n'avait pas sur l'EOS M5, c'est un écran totalement orientable comme on a sur le 80D ou sur d'autres appareils. On peut l'orienter dans tous les sens, le mettre face à soi. Sur l'EOS M5, il était juste repliable vers le bas et complètement inutilisable lorsqu'on voulait utiliser un trépied. Cet écran est bien sûr tactile et il reconduit la fonctionnalité qu'on avait vue sur l'EOS M5, qui est le drag and focus. C'est-à-dire que vous pouvez contrôler le point d'autofocus que vous voulez utiliser tout en regardant dans le viseur, en touchant l'écran doucement. Vous pouvez positionner votre point d'autofocus. Au niveau de la connectivité, Canon propose un package très complet avec le Wi-Fi, le Bluetooth, une connexion USB, une connexion HDMI et une possibilité, ce qui est nouveau, une possibilité de transférer automatiquement les images sur son smartphone au fur et à mesure qu'on prend les photos. Reste à voir si c'est efficace. On sait que Nikon, depuis un peu plus d'1 an, a commencé à développer cette application et l'a installée sur des appareils, et que ça reste très perfectible. On verra si Canon arrive à faire mieux. En vidéo, et c'est là qu'on attend beaucoup de cet appareil, en vidéo, on a une fonction timelapse vidéo, ce qui peut être très intéressant pour faire quelques timelapses assez rapidement. J'ai du mal à dire timelapse quand même, hein, mais bon. Ensuite, on a la 4K à 24 ou 25 images secondes, le 1080p jusqu'à 60 images secondes et du 720p jusqu'à 120 images secondes. Alors, c'est là que vous allez être déçus, car la 4K, elle présente quelques inconvénients. D'abord, la 4K va être croppée à 1,6. Ça veut dire qu'on a déjà le crop factor du capteur APS-C qui est de 1,6 et qu'on va retailler encore dans l'image de 1,6. Le deuxième inconvénient, c'est que en 4K, nous n'aurons pas le dual pixel autofocus. Nous aurons un autofocus plus basique, qui est tout de même fonctionnel, mais qui ne va pas être aussi efficace que le système Canon, qui est vraiment le meilleur dans son domaine. Alors ça, c'est décevant parce qu'on en attendait plus, mais dans un appareil de ce prix qui se situe, Canon dit en entrée de gamme, mais c'est quand même 800 €, donc qui se situe en milieu de gamme, Canon n'a pas voulu tout mettre dans cet appareil, et on peut espérer qu'on verra beaucoup plus dans des appareils de gamme au-dessus bientôt. Ensuite, on a une entrée micro, ce qui est indispensable lorsqu'on veut faire des vidéos avec un son correct, mais on n'a pas d'entrée casque. Et ça, c'est aussi un inconvénient important, car on ne peut pas contrôler qu'on a un son correct au fur et à mesure de son tournage. Mais je ne sais pas si toutes les personnes qui veulent faire de la vidéo contrôlent bien leur son au fur et à mesure. Parfois, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. C'est toujours bon de contrôler un minimum. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'indication du niveau sonore qui est sur l'écran de l'appareil photo. Ça permet aussi de contrôler qu'on a au moins un niveau, sans contrôler vraiment la qualité, mais au moins un niveau qui est intéressant. Un point très positif, c'est son poids. C'est un appareil hybride, il fait 390 grammes. Donc vraiment pour ceux qui veulent voyager léger, qui veulent transporter leur appareil sans être encombré outre mesure, c'est vraiment un point très intéressant. Alors sur cet appareil, on a tous les modes de prise de vue classiques, hein. Bon, les modes portrait, paysage, etc. On a les modes manuels, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture. Un autre point négatif, c'est qu'on n'a pas de mode customisable. Je m'explique. Le mode customisable, c'est ce mode dans lequel vous pouvez entrer tous vos paramètres et les mémoriser et pouvoir systématiquement les avoir disponibles sur votre appareil et les rappeler. A priori, il n'y a pas de mode customisable sur cet appareil, sauf s'il est caché quelque part dans les menus, mais en tout cas, il n'est pas disponible directement par la molette de sélection des modes. Alors maintenant qu'on a vu l'ensemble des caractéristiques de cet appareil,
nous allons parler des objectifs disponibles et compatibles pour l'appareil. Parce que bien sûr, on ne peut pas faire de photos sans objectif. Les objectifs directement compatibles avec cet appareil sont les objectifs de la série EFM. Et ils sont peu nombreux. Ils sont au nombre de 7. Donc vous avez un 11-22, un 15-45, un 18-55, un 18-150, un 55-200 et deux focales fixes, un 22 f2 et un 22 f3.5 macro. Et c'est tout. Alors bien sûr, on peut couvrir tout l'ensemble des focales utiles pour la plupart des utilisations avec ces zooms, mais il va nous manquer quand même pas mal de focales fixes qui peuvent être souhaitées pour certains types de photos. Alors, pour parer à cet inconvénient, Canon fournit, moyennant 140 €, un adaptateur qui permet d'utiliser à la fois les objectifs de la gamme EF, qui est designé pour les pleins formats, et les objectifs de la gamme EFS, qui est designé pour les appareils réflexes APS-C. On pourra très bien se contenter de son appareil EOS M50 et d'un ou deux objectifs de la série EFM. Par exemple, si on prend un 18-150, on pourra couvrir toutes les focales depuis le grand angle à 18 mm jusqu'à 150 mm. Et pour partir en voyage, par exemple, on peut voyager léger avec un seul objectif et son appareil. Mais si on veut faire de la photographie un peu plus créative, si on veut faire du portrait, si on veut faire des choses différentes, on va être très rapidement obligé d'investir dans un adaptateur pour utiliser tous les objectifs possibles. Parlons maintenant un peu de la concurrence, car dans cette gamme hybride, autour de 800 à 1000 €, il y a d'autres appareils intéressants qui sont déjà présents depuis quelque temps. Alors côté Nikon, il n'y a pas grand chose. Nikon n'est pas très implanté dans les appareils hybrides, les appareils sans miroir, et c'est sans doute pas là qu'il va falloir chercher la perle rare. Ensuite, chez Panasonic, nous avons le G80, qui est un appareil avec un capteur 16 millions de pixels micro 4/3, donc un capteur plus petit et avec un peu moins de mégapixels, mais qui permet de faire de la vidéo en 4K jusqu'à 30 images secondes, de la vidéo en 1080p jusqu'à 60 images secondes. Il a un écran totalement tiltable dans toutes les directions. Il a une stabilisation 5 axes mécanique qui est encore meilleure et il coûte 850 €. Alors pour la photo, ce n'est peut-être pas la meilleure solution car la résolution est inférieure. La montée en ISO avec le capteur micro 4/3 risque d'être moins bonne, mais ça reste à prouver encore, ça demande à être testé et comparé. Et l'autofocus Panasonic n'est pas aussi optimisé que le dual pixel autofocus de Canon. Côté Sony, nous avons le A6300 qui coûte environ 900 € et qui est équipé d'un capteur APS-C 24 mégapixels qui fait de la vidéo 4K jusqu'à 30 images secondes et de la vidéo 1080p jusqu'à 100 images secondes, ce qui permet d'obtenir des ralentis encore plus importants. Par contre, il n'a pas de stabilisation et pas d'écran tactile et pas tiltable dans tous les sens, ce qui peut être un inconvénient si on veut se filmer soi-même. On voit que dans cette gamme de prix, il y a bien sûr des concurrents, il y en a d'autres, hein, je vous ai cité les principaux, mais ils ont aussi des inconvénients. Ce Canon M50 a certains avantages. Pour la vidéo 4K, il n'est pas complètement optimisé, puisqu'il est bridé en quelque sorte. Donc le choix peut être difficile en fonction des exigences de chacun. Alors pour résumer tout ça, on va faire les pour et les contre. Alors pour cette EOS M50, ses grosses qualités, c'est sa compacité qui est commune à l'ensemble des appareils hybrides, mais celui-ci est très compact. Son autofocus qui est très performant, enfin sans doute qu'il va l'être, il faut tester bien sûr. Son écran tactile et qui peut être tourné dans tous les sens avec le drag and focus
qui est une option vraiment qui permet beaucoup de choses. Et sa stabilisation 5 axes qu'on peut quand même mettre dans les points positifs, même si ce n'est qu'une stabilisation numérique, c'est quand même un bonus par rapport à un appareil qui n'est pas équipé de stabilisation. Par contre, dans les contres, le gros point négatif, ça va être la 4K. La 4K qui est présente, qui peut être utilisée, mais qui est bridée parce qu'elle a un gros facteur de rétrécissement, hein, ou plutôt de grossissement, puisqu'on va voir le sujet qu'on va filmer en plus gros. On va être obligé de se placer plus loin ou avoir des objectifs plus grand angle pour pouvoir filmer la même chose que si on n'avait pas ce facteur de correction. Et puis son autofocus en 4K aussi qui va être moins performant que le dual pixel autofocus qui est utilisé pour l'ensemble des autres fonctionnalités de l'appareil. En 1080p, on va être à 60 images secondes seulement, on pourrait dire. On pourrait aimer avoir quelque chose d'un peu plus haut pour pouvoir faire des ralentis encore plus intéressants. Mais déjà à 60 images secondes, on peut se permettre de faire des petits ralentis et donner un aspect différent à sa vidéo. Dans les points négatifs, on peut mettre aussi la stabilisation qui est seulement numérique. On aurait pu espérer une stabilisation mécanique, mais dans cette gamme de prix-là, on n'a pas beaucoup d'appareils qui disposent de cette stabilisation mécanique. On a seulement le G80, je pense. Si vous avez d'autres informations, dites-le nous. Et puis on a aussi besoin d'un adaptateur, ça c'est un point négatif. Avec l'adaptateur, on peut avoir accès à une très large gamme d'objectifs, mais il faudra investir 140 € dans un adaptateur pour pouvoir utiliser et faire de la photo créative avec tous les objectifs qu'on veut. Alors pour qui est cet appareil? Pour ceux qui veulent absolument faire de la vidéo de 4K, vous l'avez compris, cet appareil n'est pas forcément pour vous, puisqu'il a vraiment des inconvénients importants. Donc on peut faire de la 4K, mais ça a des contraintes. C'est vraiment pour faire de la 4K ponctuellement et pas faire beaucoup de vidéos 4K. Pour faire de la vidéo 4K, vous aurez sans doute besoin d'investir un peu plus pour un GH4 de chez Panasonic ou un GH5 ou un Sony Alpha 6500. Après, vous pouvez rester dans le même type de prix avec le G80 de Panasonic ou l'Alpha 6300, en sachant que vous aurez quelques inconvénients, pas forcément de stabilisation pour ce qui est de l'Alpha 6300. Pour le G80, il a d'autres inconvénients, notamment l'autofocus. Mais pour ceux qui veulent faire de la vidéo, mais qui n'en ont rien à faire de la 4K, pour qui le 1080p 60 images secondes, ça peut suffire pour faire de la vidéo YouTube en ayant un écran dans lequel on peut se voir. Cet appareil peut être aussi intéressant. Il va sans doute manquer la sortie casque qui nous empêche de monitorer le son et de contrôler le travail qu'on fait au niveau du son. Par contre, pour ceux qui veulent faire de la photographie et voyager léger, il faut attendre encore les résultats des tests dès que cet appareil sera disponible. Au mois d'avril, normalement, il sera disponible. Mais on doit avoir un appareil de qualité qui permette de faire énormément de choses en photographie, en se munissant bien sûr de l'adaptateur pour pouvoir utiliser plein d'objectifs. Comme je le disais au début, cet appareil fait rentrer Canon dans une nouvelle ère, l'ère des hybrides modernes. Il introduit la 4K dans un appareil dans le bas de sa gamme et maintenant il va bien être obligé de le mettre un peu partout, petit à petit. Espérons que ça ne dure pas trop longtemps, sinon ça sera peut-être trop tard. Les concurrents ont déjà pris la place et maintenant il faut rattraper le retard et installer des fonctionnalités de plus en plus évoluées dans l'ensemble de la gamme et dans les appareils. On attend peut-être un 90D beaucoup plus performant qui intègre de la 4K. On attend peut-être une deuxième version du M5 avec de la 4K. Voilà, 2018 commence bien pour Canon avec de bonnes perspectives. On espère avoir beaucoup de bonnes nouvelles tout au long de l'année et plein de nouveaux appareils. On ne manquera pas de vous en parler et puis des concurrents aussi bien sûr, puisqu'il n'y a pas que Canon dans la vie. Demain, il y a normalement Sony qui doit faire une grosse annonce. Allez, à bientôt, merci.